Sauf tout le monde. Pour celles qui suivent le cours depuis au Hachem 3 ans, vous savez que chaque année, à la même période, eh bien, on fait notre campagne de dons annuelle. C'est pour ça que j'ai ma casquette. Voilà, aujourd'hui. Je ne vais pas la mettre quand même pendant tout le cours, mais dès que je vous fais un rappel pour faire une contribution à toutes les activités Moi, que... c'est bien, de bon matin, c'est fait. Ah oui, j'ai vu Dodi, je vous ai merci, je vous ai dit merci. J'ai dit merci. J'ai vu aussi Myriam, mais je n'avais pas votre numéro pour vous dire merci. Donc je vous dis merci en vrai, en direct. C'est à nous Et de remercier. voilà. Il n'y a pas besoin. Ah, Et vous, merci, c'est normal. Et j'adore quand vous me laissez des petits mots. C'est ça qui me donne le plus de force, c'est ça qui me donne le plus de courage. Et c'est pas fait exprès, mais aujourd'hui, nous allons faire le cours sur le Chesed, terminer le cours sur le Chesed. Donc, Laisse, on comprend bien. quoi? Pardon. Non, j'avais pas vu que j'avais le son. Désolée, c'est Oui, mon oui, fils qui alors, me tardonnait. voilà, alors attendez une seconde. Voilà, c'est bon. Donc, pour l'instant, c'est moi qui ai le monopole de la parole, mais comme d'habitude, vous savez très bien qu'à la fin du cours, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, j'aimerais vous résumer un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois et vous allez voir, donc, ce qu'on voit, c'est des choses vraiment, vraiment énormes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on avait étudié, par exemple, des choses qu'on appelle en général des défauts, comme par exemple la jalousie, comme euh, on avait dit la cruauté, le fait justement de pas avoir de pitié, eh bien, à chaque fois, ce qu'on a essayé, c'est de ressortir le bon de ça. On a dit que si Hachem a créé ça en nous, c'est qu'il y a forcément quelque chose de positif. Et d'ailleurs, ce matin, je me suis surpris à dire cette phrase à mon fils. Il m'a dit, oh là là, il y en a un dans ma classe, c'est vraiment le premier de la classe. À chaque fois, il sait tout. Il connaît la réponse du prof avant que le prof il finisse de poser la question. Alors je lui ai dit, regarde mon fils, je te souhaite d'être toujours jaloux des bonnes personnes. Voilà, si tu es jaloux du premier de la classe, moi je suis très contente. Vous voyez? Donc à chaque fois, on a ressorti le bon. Et là, dans le Chesed, on dit c'est bien, c'est magnifique, la générosité, etc. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on est en train de faire un peu le contraire. C'est-à-dire dire oui, c'est magnifique, mais on va essayer justement d'affiner pour que ça ne soit pas un Chesed, une générosité qui soit étouffante, ou qui soit culpabilisante, ou qui soit maladroite, d'accord? Donc, c'est le but, d'accord? Donc, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et le Ochot Sadikim, il résume tout ce qu'on a vu dans les 2 derniers cours. Et on va poursuivre aujourd'hui et on va terminer d'ailleurs l'année en beauté puisque c'est le dernier cours de l'année. On va se retrouver après la rentrée. Alors, il nous dit que la façon idéale de donner, c'est avant que l'autre ne demande. D'accord? Donc ça, on avait dit que c'était le propre du chesed. C'est qu'en fait, c'est un don de soi. J'attends pas que l'autre me demande, mais moi, je vais au devant et je comprends que derrière ce qu'il dit, par exemple, quelqu'un dit, ah, mon fils n'est pas là ce Shabbat. Eh ben, mais je me rends compte que ça veut dire qu'elle est seule. Donc, je décide de l'inviter. C'est pas elle qui vient qui me dit je suis toute seule ce Shabbat. D'accord? C'est le propre du chesed. C'est spontané. On m'a rien demandé, mais j'ai compris que là, il y avait un besoin. Hop, je viens le remplir. Deuxièmement, on avait dit avec une expression plaisante. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a expliqué qu'en fait, c'était l'essentiel. Puisque, par exemple, si on donne de l'argent à un pauvre, alors il va s'acheter quelque chose avec, c'est super. Mais finalement, le sandwich qu'il va manger, il va le rassasier une demi-journée. Tandis que le sourire que l'on fait à une personne, eh bien, nous remplit pour toujours. Ça reste, comme ils disent nos sages, toujours dans un coin de notre inconscient et ça crée de la valeur, ça crée du bonheur, ça crée des bonnes choses chez la personne à qui on a donné ce sourire, à qui on a fait ce compliment, à qui on a dit un bon mot. Ouais, par exemple, là, j'arrive à la synagogue ce matin, ce dimanche, et ben, je vois quelqu'un, je dis, ah, vous nous avez manqué ce Shabbat, d'accord? Ben, ça fait toujours plaisir d'entendre quand on sait que on a manqué à quelqu'un, d'accord? C'est ça, en fait. Ensuite, on avait dit que c'est la troisième qualité d'un bon chesed, c'est sans rien attendre en retour. Et ça, c'était vraiment essentiel parce qu'on a dit que si c'est en attendant en retour, et ben finalement, c'est du donnant-donnant. Par exemple, OK, on fait Shabbat, on fait Pessah chez tes parents, mais on fera Rosh Hashanah chez les miens. Ben, c'est pas du chesed, c'est genre du donnant-donnant.
d'accord? Et ça ne construit pas de l'amour. C'est juste un bon arrangement. Et on avait expliqué qu'il y avait même des cas plus extrêmes de gens qui donnent, mais qui après vont culpabiliser par rapport à ça. Ah quoi, tu me rends pas service? Et moi, quand toi, t'avais besoin de moi, moi, j'étais là pour toi. Oui, mais tu comprends que le contexte, ça change rien. Même si elle a beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de toi, elle peut pas t'aider. D'accord? Euh, et ça aussi, c'est quelque chose dont il faut beaucoup se méfier, notamment, j'ai envie de dire, excusez-moi, hein, mais dans le monde un peu nord-africain, d'accord? Comment ça, tu manges pas? Alors moi, j'ai fait tout ça pour rien, ça va aller à la poubelle, c'est par là. Bon, d'accord, le petit mange, mais il n'a pas du tout envie de manger. Bon, je sais pas si vous avez connu ça, mais voilà, moi j'ai connu ça personnellement. C'est un petit, bon, c'est pas forcément le recette le plus plaisant. Parfois, c'est juste de dire, ah bah tiens, tu as fini ton assiette, tu as plus faim, tant mieux, et voilà, lève-toi et va jouer, quoi. C'est ça, voilà, c'est toute la base qu'on avait dit, malheureusement, de ce qu'on appelle le chantage émotionnel. Il avait dit, Rabbi Jacobson, une fois, euh, il avait dit parfois, comment dire, méfiez-vous des gens qui vous font des compliments englobants. Je m'explique. Il raconte par exemple qu'il y a un voisin qui arrive chez lui et qui lui dit Nachon ata shachen tov, c'est vrai que tu es un super voisin, c'est vrai que tu es un voisin très gentil. Et là, il arrive comme ça, il fait non, je suis pas un voisin gentil. Alors pourquoi il fait ça? Parce que il s'est dit si je lui dis ah oui, merci, etc. Alors il va me dire alors ça te dérange pas si j'agrandis ma terrasse qui va aller au-dessus de ta pergola, bidule machin. Là, vous voyez ce que je veux dire, il est un peu fichu, quoi. Il est rentré dans ce relationnel un peu, voilà. Donc il a dit non, non, je suis pas un bon voisin, demande-moi ce que tu veux. Mais voilà, on va garder les bonnes proportions, quoi. OK? Ensuite, on avait dit donc Betsniout, ça veut dire sans culpabiliser, mais je vous ai dit, on va en parler un peu plus tard parce que cette notion, elle est très importante, elle est très centrale et elle est très fine, et ça va être l'objet du cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire de donner de manière cachée? D'accord? Ça, on va le voir plus tard. Et le sixième point qu'il avait dit, et ça, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. C'est donc encore un plus haut niveau de chesed. À chaque fois, on rajoute, si vous voulez. C'est comme si, vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, on rajoute des points dans le score du chesed. D'accord? Le but, c'est pas de faire du tout ou rien. D'accord? Si la grand-mère, elle a insisté. C'est pas grave, ça s'appelle quand même du chesed. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme si à chaque fois, on rajoutait du score pour arriver au 10 sur 10. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Alors là, il nous dit que une grande qualité du chesed, c'est ce qu'on appelle en hébreu, et vous allez comprendre, Gemilut Rasadim. On dit que Hachem, il est Gomel Chesed. Alors, que veut dire Gomel, Gemilut, Gmila? Gmila veut dire rendre indépendant. Par exemple, un bébé qui a la couche, on va dire, ah, je dois lui faire sa gmila. Ça veut dire, je dois la rendre indépendante des couches. Un, un enfant qui tète, on dit, je dois lui faire la gmila parce que je veux le sevrer. Gmila, c'est aussi, par exemple, quelqu'un qui va arrêter de fumer, ne plus être dépendant de, sevrer. Vraiment, c'est la traduction, c'est sevrer. Alors, quel est le lien entre sevrer et le chesed? Eh bien, je vais vous le donner par un exemple. Vous allez voir qu'en fait, c'est effectivement un niveau exceptionnel de chesed d'arriver à faire ça. Et je vais vous raconter par une petite histoire qui m'est arrivée pas plus tard que hier. Mon fils de 8 ans vient me voir et me dit, Maman, est-ce que tu peux me faire mes lacets? Alors, je l'ai regardé. D'habitude, je lui fais les lacets. Mais là, je lui ai dit, Mon fils, non. Je ne vais pas te faire les lacets. Je vais t'apprendre à faire les lacets pour que tu aies plus besoin de moi. Ah, mais non, fais-moi les lacets, fais-moi les lacets. Regarde, je suis là pour t'aider. Tant que tu as besoin de moi, je suis là. On va le faire ensemble et on le fera ensemble autant de fois que tu as besoin de moi. Mais je veux que tu n'aies plus besoin de moi pour faire tes lacets. Donc hier soir, on a appris ensemble à faire les lacets. Et figurez-vous que ce matin, eh ben, il a quasiment réussi tout seul à faire ses lacets. Eh ben, le sourire qu'il a eu était infiniment plus grand
que le sourire qu'il a eu quand hier je lui ai fait les lacets. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il est content, il est grand, il est fier de lui et il a plus besoin de... Alors ça, dit le Rambam, le Maïmonide, ah, c'est un niveau de chesed exceptionnel. Il dit, le niveau le plus élevé, c'est lorsqu'on soutient une personne pour qu'elle n'ait plus besoin de nous. Par exemple, au lieu de faire de la tzedaka, on lui fait un prêt, même un prêt plus important, de manière à ce qu'il puisse ouvrir un petit commerce. Par exemple, nous, on avait, voilà, je vous donne un exemple. Il y a une femme qui s'est tournée vers nous, vers la synagogue, que on aide depuis plusieurs années. C'est une femme qui a des enfants à charge, seule. Et du coup, voilà, bah, au Hachem, la communauté a toujours été présente pour elle. Et récemment, elle me dit, regarde, je suis vraiment en galère parce qu'ils m'ont coupé telle subvention, donc je ferme plus les mois. Puis là, je l'ai regardé, j'ai regardé la fiche de paye, j'ai regardé tout ça, je lui ai dit, bah, regarde, on va pas t'aider on va pas augmenter le soutien financier qu'on te donne. Par contre, moi, je pense que tu pourrais être mieux payé et que bientôt tu n'auras plus besoin de nous parce que tu as vraiment grandi dans ta profession. Tu as beaucoup plus d'expérience qu'il y a 4 5 ans quand tu as démarré. D'accord? Et donc, je lui dis, moi, je pense que tu peux gagner beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. Je dis, je pense que tu peux gagner plus. Je pense que le différentiel qui te manque de, je sais plus, 2500 shekels, eh ben, en fait, tu peux l'avoir tout simplement en cherchant du travail ailleurs. Elle m'a dit, ah bon, elle était un petit peu choquée, un peu comme mon fils quand il m'a dit, quoi, tu me fais pas les lacets? Je lui dis, regarde, nous, on est là, on va faire passer ton CV. Après, va sur LinkedIn, va sur tous ces trucs-là. Mais moi, je suis sûre que tu vas trouver. Et hier, elle me croise dans l'escalier de la synagogue. Elle me dit, il faut que je t'annonce une bonne nouvelle. Elle me dit, voilà, j'ai dit que j'ai suivi ton conseil. J'ai dit à ma boss que moi, je pense que je peux être mieux payée et donc je vais chercher ailleurs. Elle m'a dit, ah, attends, ne cherche pas ailleurs. Je vais t'augmenter. Et elle a augmenté exactement de ce dont elle avait besoin. Et elle m'a dit, je suis contente de ne pas avoir eu recours à vous. Voilà, c'est sympa. Mais ce que je veux dire, alors là, c'est un recette exceptionnel. Comme vous avez dit, Dodi, voilà, aider une personne à trouver du travail, par exemple. D'accord? Euh, voilà, prêter de l'argent, faire en sorte que cette personne, en fait, elle ait plus besoin de nous. Mais évidemment que ça se fait de manière progressive, d'accord? Sinon, ça serait presque même de l'hypocrisie. Si tu dis, ouais, bon, bah, l'essentiel, c'est que tu n'as plus besoin de nous, et puis voilà, on s'en va de tout ça. Bah non, comme un enfant, on le sèvre progressivement. Comme un enfant, on lui apprend la propreté progressivement. Alors, en fait, il y a tout un processus où, regarde, je sais que là, tu as besoin de moi. Mais sache que petit à petit, je vais te lâcher la main pour que tu apprennes, hop, à marcher tout seul. Mais tant que tu ne marches pas tout seul, je suis avec toi dans tout le processus. Mais le but du processus, c'est que tu n'aies plus besoin de moi. C'est beau, hein? Ça, c'est Gomel Chassadim, Gomel Chesed. D'accord? Voilà. Alors, avant que on enchaîne sur la question de donner de manière cachée, vous allez voir ce que ça implique. C'est quelque chose dont le Rambam, le Maïmonide, parle beaucoup. Il dit, waouh, c'est aussi un très très haut niveau de donner de manière cachée. Mais on va affiner cette notion-là. J'aimerais m'arrêter 2 secondes sur une question qui m'a été posée la semaine dernière offline, après le cours. Et j'aimerais vraiment préciser ce point parce qu'il est essentiel. Et en fait, si on n'a pas compris ce point-là, on ne peut pas comprendre tout le recette depuis le départ. D'accord? Alors, quelqu'un m'a dit, voilà, moi, j'ai pris l'habitude de faire bikur cholim, c'est-à-dire de rendre visite aux malades, mais j'en tire du plaisir. Donc, c'est pas vraiment un recette pur. Et alors là, j'ai arrêté tout de suite. Je dis, oh là 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 là. J'aurais dû expliquer ce point depuis le départ. Peut-être que je l'ai expliqué, mais peut-être que c'était pas assez clair. Alors, cette notion que, genre, je dois donner, mais sans en tirer aucun plaisir, aucune satisfaction, c'est une notion qui est absolument caduque, qui est absolument fausse, et qui montre que la personne ou la théorie qui dit ça, parce qu'il vient en fait de la chrétienté, si vous voulez, ne connaît pas le Ben Adam, ne connaît pas la psyché humaine. D'accord? Parce que personne ne peut faire des choses
sur le long terme en tout cas, sans en tirer aucune satisfaction. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Donc, elle était un peu embêtée. Elle me dit, oui, moi, je fais du chesed, mais quand même, c'est pas un chesed du top parce que j'en tire du plaisir. Alors, souvenez-vous de ça. C'est ce qu'il dit Rav Jacobson, c'est ce qu'il dit et ce qu'il redit. C'est normal d'aimer recevoir des compliments. C'est normal d'avoir de la satisfaction. C'est normal d'avoir du plaisir. Et comme il le dit, c'est le oneg, le plaisir qui nous drive dans la vie. Parce que l'être humain, il est composé de deux choses. Premièrement, il est attiré parce qu'il lui procure du plaisir, de la satisfaction et de la joie, et il est rebuté parce qu'il lui apporte de la souffrance et de l'insatisfaction. D'accord? Alors, ça te plaît qu'on te dise merci, quand toi tu sors avec un sentiment de satisfaction, quand ça fait que ta journée elle a plus de sens, quand tu sens que ça te donne des bonnes vibes, des bonnes énergies, quand la personne qui te dit merci d'être venu, elle te procure une sensation de plaisir, sachez que ça ne rend pas l'acte moins pur. Au contraire, ça c'est la tfissa, ça c'est la vision chrétienne des choses qui finalement culpabilise les gens jusqu'à ce qu'en fait ils aient plus envie de faire rien. Alors que nous, on sait très bien que vu que ce qui nous drive dans la vie, c'est la satisfaction, la joie, les encouragements, l'autosatisfaction, les auto-encouragements, les compliments, tout ça. Alors quand il te dit l'autre merci, ça m'a fait du bien, eh bien en fait, ça veut dire que tu es dans la bonne direction. La direction que tu as prise, c'est que tu as développé le plaisir de faire plaisir. Et ça, c'est ce que Hachem attend de nous, en fait, on choisisse parmi les bons plaisirs, parmi les bonnes satisfactions. Il y a des plaisirs qui sont stériles, d'accord? Comme je me suis commandé un truc, bon, voilà, c'était en solde, voilà, du coup, ça arrive chez moi demain. Ok, super, ça t'a fait plaisir 5 minutes, bon, ok. Et puis, il y a des plaisirs qui sont fertiles. Les plaisirs qui sont fertiles, c'est les plaisirs où je me fais du bien. Et c'est pas des plaisirs éphémères. Parce que quand tu commandes un truc, tu l'as mis la première fois, la deuxième fois, bon, après, ça y est, quoi, il est dans ton armoire. C'est pas que tu sautes de joie à chaque fois que tu vois ton habit. Mais à chaque fois que tu repenses au sourire de la personne qui t'a dit merci lorsque tu l'as rendu service, ça te remplit et ça te remplira toute ta vie. Et ça, c'est cultiver les bons plaisirs. D'accord? Alors, je vous raconte une petite histoire que j'ai racontée à des filles que je formais au mariage et elles n'en revenaient pas. Et je vous la raconte, euh, mais c'est un petit peu l'illustration de ça. Euh, je, on- Mon mariement devait aller déposer quelqu'un à l'aéroport le soir très tard et rester longtemps jusqu'à ce que la personne décolle, tout ça. Bref, c'était une histoire voilà, de 4 heures, être en dehors de la maison et rentrer chez soi à 1 heure du matin. Et c'est mon mari qui devait le faire. Après, je lui ai dit, regarde, je sais que toi, tu te lèves très très tôt, il se lève à 5 heures du matin, donc finalement, laisse tomber, c'est moi qui vais le faire. Donc, je le fais, j'accompagne cette personne, etc. Et bam, au retour, je me prends un embouteillage monstre parce qu'ils ont fermé l'autoroute. Voilà, c'est la seule qui mène de l'aéroport à chez moi. Et du coup, je reste 20 bonnes minutes, mais vous savez, dans un embouteillage à l'arrêt. Bon, genre, en fait, on sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Bref, je rentre chez moi avec vraiment une bonne demi-heure de retard sur ce qui était prévu. Et je leur raconte que sur le chemin, j'étais très contente. Parce qu'en fait, j'étais très contente de lui avoir épargné ça. Parce que lui, il se lève très tôt. Donc, j'étais en train de repenser et je me suis dit, oh là là, imagine, c'était lui qui s'était pris l'embouteillage. Oh là là, vraiment, ça aurait été galère pour lui. Je suis hyper contente que ce soit moi qui le prenne sur moi. Ne croyez pas que je suis une sadéquette. C'est juste que moi, je peux me lever plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que lui, à 5 heures du matin, il a la file honnête, il a tout ce truc-là, quoi. Donc, j'étais contente, en fait. Et là, elles m'ont dit, t'étais contente d'être dans l'embouteillage? Alors, je leur dis, oui, vraiment, ça m'a fait plaisir d'être dans l'embouteillage, de pouvoir épargner ça à quelqu'un de proche, quoi, quelqu'un que j'aime. Alors, elles m'ont dit, mais si on t'avait proposé un fondant au chocolat, au lieu du plaisir que tu ressens à faire ça. Alors, je leur ai dit, vraiment, c'est pas pour dire, j'aurais dit, bah, franchement, le plaisir de lui épargner cette galère,
alors qu'il se lève à 5 heures du matin, ça m'apporte beaucoup plus de satisfaction que le fondant. Le fondant, il va se finir. Ok, je vais le kiffer 5 minutes, mais ça y est. Alors que là, je peux toujours me dire, ah là là, je suis vraiment contente d'avoir rendu ce service à quelqu'un. D'accord? Alors, elles en revenaient pas. J'aurais dit, regardez, ne croyez pas que je suis une sadéquette. Pas du tout, du tout, du tout. Celles qui me connaissent, vraiment, je suis au même niveau que tout le monde, si ce n'est moins. Je me bats avec mon Serrara, avec toutes mes... Voilà. Mais, c'est ce que je leur ai expliqué, c'est que, en fait, le plaisir de faire plaisir, c'est un plaisir qui est raffiné. Et pour ça, il faut raffiner son palais. Vous voyez, comme le vin. Un enfant, tu lui dis, tu veux un bonbon ou tu veux du vin? Il va le bonbon, il veut le bonbon, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il est mature. Donc ça, ce qu'il va rechercher tout de suite, c'est le sucre. Par contre, le vin, eh ben, c'est quelque chose qui se déguste, on- qui s'apprend, auquel on se sensibilise. Et après, quand on commence vraiment à déguster le vin et à comprendre toutes les subtilités, on dit waouh, ça n'a rien à voir avec un bonbon, vous êtes d'accord? Enfin, moi, je ne suis pas très spécialiste en vin, mais celle qui s'y connaît, voilà, ça n'a rien à voir. Bah, c'est la même chose en fait. Et Hachem nous demande d'aller vers les bons plaisirs, comme le plaisir de faire du bien, comme le plaisir de faire le Retson Hachem, comme le plaisir d'avoir une vie pleine de sens. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas du tout dans la judaïsme n'est pas du tout dans un mode de auto-flagellation. Au contraire, il est dans le fait de fuir la souffrance pour aller vers les bonnes choses, les choses qui nous apportent de la satisfaction. Donc, je réponds à cette femme et je vous le réponds, c'est très important que ça fasse partie du cours. Si elle a de la satisfaction d'aller rendre visite aux malades, c'est qu'elle est dans le plus beau des chemins. Voilà, et je peux nous le souhaiter qu'on soit dans ce chemin-là. D'accord, vous avez compris? Ok. Alors maintenant, on va aborder le septième point, et donc qui est très très important. Euh, donc, vous connaissez ça que souvent on dit ah, c'est bien de ne pas donner de manière visible, d'être anonyme. Le Rambam le dit dans l'Ilchot relative à la tzedaka. Ça vient notamment de le traité Ketubot qui dit que les gens à l'époque, au lieu de donner directement de l'argent aux mendiants, ils faisaient tomber des pièces et les mendiants, ils disaient, ah, j'ai trouvé de l'argent. Vous comprenez l'idée ou pas? Les gens, ils voyaient quelqu'un, hop, ils faisaient tomber de l'argent, ils partaient vite, hop, l'autre, il arrive, il dit, oh, génial, un billet de 10 euros, mais attends, ça appartient à personne, il n'y a pas de simanim, je ne peux pas le rendre. Bon, bah génial, c'est pour moi, merci Hachem. Et donc, de là, on apprend que le fait qu'on donne de manière anonyme, ça veut dire sans tirer du kavod, et surtout que ça fait que la personne qui reçoit n'ait pas honte, eh ben, c'est du top du top. D'accord? Alors, ok. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a une autre Gemara qui nous dit Anoten matana le chaverot, tsarech leodio. Alors, de quoi nous parle cette Gemara? Elle nous dit imagine qu'une personne, elle euh, elle dise à son enfant, ah oui, pardon, elle donne un cadeau à l'enfant d'une amie. D'accord? Exemple, elle va chercher ses enfants en Gagne et elle voit l'enfant de sa copine. Et elle lui dit, tiens, chérie, je te donne aussi un petit goûter, prends un pain au chocolat. D'accord? Alors, nous dit la Gemara, c'est bien qu'elle mette à cet enfant, elle lui accroche un petit bracelet avec un fil, par exemple. Pourquoi? Pour que quand l'enfant il arrive chez lui, sa mère lui dise, ah, mais qui c'est qui t'a mis ce petit fil là autour du poignet? Ah, bah c'est ta copine Sarah, parce que quand je l'ai vue à 4 heures, elle m'a donné un petit goûter. Et la Gemara termine en disant, comme ça, si on fait savoir à l'autre qu'on lui a fait un cadeau, alors ça augmente l'amour au sein du clan Israël. Vous voyez ce que je veux dire? On a capitalisé ce cadeau parce qu'après, c'est pas juste qu'il a mangé le pain au chocolat, mais c'est qu'après, la maman l'appelle, ah, merci beaucoup, t'es adorable. Mais écoute, avec plaisir, ton fils, c'est comme mon fils. Tu peux toujours compter sur moi, tatati, tata. Vous connaissez ce genre de conversation, d'accord? Qui est censée durer 2 minutes et qui va durer une demi-heure. Ça, c'est les conversations des femmes. On a toujours plein de choses à se dire. Bref. Alors, du coup, j'ai pas compris. Il faut donner anonyme ou il faut donner en faisant savoir qu'on a donné? Vous comprenez la question ou pas?
voyez que c'est pas simple. Alors, je vais tout vous expliquer. Alors, pour ça, je vais vous raconter une histoire que raconte très souvent le Rav Lemel. Si vous avez déjà assisté à une conférence de Rav Lemel, c'est possible que vous l'ayez déjà entendu, parce que je pense vraiment, moi, j'ai dû l'entendre une bonne dizaine de fois. Je pense que c'est vraiment une de ses histoires préférées. Alors, il raconte que c'est un homme qui est perdu dans la forêt. On est juste avant l'entrée de Shabbat. Il n'y a rien aux alentours à part des arbres. Le soleil s'apprête à se coucher et il ne sait pas quoi faire parce qu'il est perdu. Là, Shabbat va rentrer, il n'y a rien aux alentours. Et là, incroyable, comme dans toutes les histoires, au fond de la forêt, il voit une petite lumière. Il se dirige, il se rapproche. Qu'est-ce qu'il voit? Une maison. En plus, qu'est-ce qu'il voit? Une mezouza. Waouh! Alors, il sonne ding dong. On est 15 minutes avant Shabbat. Alors la personne lui ouvre, lui dit ah, Shalom Aleichem. Alors, vous la connaissez? Je sais pas, j'en ai qui sourit. Ah, d'accord. Alors, Dodi, oui. Alors il dit Shalom Aleichem. Alors, que faites-vous ici? Alors l'autre, il dit je me suis perdu. Alors il dit ah, d'accord. Alors il se dit bah mince, il me propose pas de rentrer. Bon, il dit voilà, il essaye de lui faire des sous-entendus. On est juste avant Shabbat, on est avant Shabbat. J'ai peut-être pensé que peut-être, voilà. Et là, le balabait, le propriétaire de la maison, lui dit ah oui, oui, j'ai compris que vous voulez en venir. Vous avez de la chance quand même de tomber sur moi. Dans la région, il n'y a que moi. Plus vous savez, ici, voilà, la nourriture, elle coûte cher. Puis voilà, je vais avoir chez moi Minyan, le Sefer Torah, tout ça. Enfin, vous avez un Shabbat clé en main, c'est incroyable, quoi. Alors l'autre, il dit, mais où est-ce qu'il va en venir? Il dit, vous voulez que je vous paye quelque chose pour le Shabbat chez vous? Alors le propriétaire lui dit sans gêne, il lui dit oui. Il dit combien? Alors il lui dit, bah, ça sera 1 000 euros. 1 000 euros. Alors il dit, bon, bah, écoute, de toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Alors il lui dit, je peux vous payer après Shabbat? Il dit, non, 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 je préfère l'argent comptant. Bon, alors il lui donne les 1 000 euros. Du coup, il le laisse rentrer et il trouve chez lui une chambre très belle, une douche. Alors là, il se dit, alors à ce prix-là, moi, j'utilise tous les savons. Ça m'a pris même des savons dans son sac, là, comme les gens qui font ça à l'hôtel. Et je vais pas me gêner, moi, à ce prix-là. Il trouve des chocolats d'amiel sur son lit, il les déguste, il dit, au moins, je vais me la kiffer. Tout le Shabbat, il mange très bien, il va dormir, il fait la tfila, il profite, il mange, mais resservez-moi, mais machin, c'est délicieux en plus chez vous, tatati, il fait la sieste, mais il kiffe son Shabbat, quoi. Vraiment, il dit à ce prix-là, moi je vais le kiffer, hein. D'accord? 1 000 euros, je sais pas si je sais pas si ça les valait, mais en tout cas, il a passé un Shabbat de folie, il s'est bien ressourcé. Donc à la fin, ils font la Havdalah. Et le propriétaire lui dit, tu sais, voilà, je vais te raccompagner à la sortie de la forêt, tu vas pouvoir rentrer chez toi, et je vais te donner un petit souvenir pour que tu te souviennes de moi. Alors le monsieur lui dit, alors toi, t'inquiète pas, je ne vais pas t'oublier, hein. 1 000 euros le Shabbat, alors que j'étais en galère, t'inquiète pas, je ne vais pas t'oublier. Bref, il lui donne un petit paquet. Et l'autre le raccompagne jusqu'à la sortie de la forêt. Et finalement, il sort. Et puis, au bout de quelques mètres, il est curieux de savoir c'était quoi ce paquet. Et il ouvre et il trouve ses 1 000 euros. Alors, il comprend pas. Il retourne là-bas. Il lui dit, mais c'est une blague. Pourquoi vous m'avez rendu mon argent? Alors, le balabait lui dit, le propriétaire lui dit, parce qu'en fait, je me suis dit, si vous venez sans cette manigance-là, vous allez être gêné. C'est-à-dire, ah, mais déjà, c'est vraiment très gentil déjà de me recevoir. Non, non, c'est bon, c'est bon. Écoutez, je vais pas vous déranger. Et donc, en fait, moi, je voulais que vous puissiez kiffer, que vous soyez pas dans la gêne et que vous ayez le sentiment de mériter ce dont vous profitez. C'est beau, hein? Alors, ça, c'est la première idée. L'idée, c'est qu'en fait, quand on donne de manière anonyme, finalement, la personne ne ressent aucune honte, aucune gêne. Elle se dit, waouh, c'est chouette, bah finalement, j'en profite au max parce que je le mérite. Alors, ça donne quoi comme genre de situation? Eh bien, en fait, c'est des situations, par exemple, où on sait qu'il y a une voisine qui galère. Son mari l'a quittée, ou je sais pas, ou elle a perdu son travail, elle galère. Alors, tu dis, regarde, je vais faire les courses, je vais à Ocherad, par exemple, c'est en Israël, un supermarché, où je vais à...
hyper cachère. Tu veux que je te prenne aussi, je te fasse des courses? Non, écoute, de toute façon, t'inquiète pas, après on s'arrange, tu me rembourseras. Ah, ok, ok, ok. Alors, je veux bien ça, ça et ça. Elle lui fait une petite liste, d'accord? Elle lui apporte. Elle lui dit, ah, mais c'est trop gentil, bah du coup, combien je te dois? Alors là, la copine, elle lui dit, regarde, tu veux un moyen de me rembourser? Franchement, est-ce que ta fille, elle peut faire du babysitting pour mes enfants mardi soir parce que j'ai une soirée? C'est, je t'explique, le meilleur remboursement que tu puisses me faire parce que c'est le meilleur service que tu puisses me rendre. Ah, elle a l'impression que vous vous rendez service entre voisines. Mais elle est super contente parce qu'elle se dit, ah, mais entre guillemets, je l'ai mérité, mes courses. C'est pas elle qui me fait la tzedaka. On se rend service entre voisines. Commencez à comprendre? C'est demande la finesse, en fait. C'est donner de manière discrète pour que l'autre, il en profite pleinement en ayant le sentiment qu'il mérite cette chose-là. Je donne un autre exemple. Une copine, tu lui dis, tu lui ramènes un cadeau d'un magasin et tu lui dis, non, mais t'inquiète, les robes, c'était une achetée, une offerte, donc je t'en ai pris une aussi. D'accord? C'est pas vraiment ça la promo, mais c'est pas grave. On peut arranger la vérité pour le shalom. D'accord? Donc elle dit, ah, mais trop sympa, elle a pensé à moi, finalement, ça lui a rien coûté. Et voilà, elle m'a pris une robe. Parce que cette fille, vous savez qu'elle est un petit peu en galère. D'accord? Ou alors, par exemple, tu vois une copine, moi ça m'est déjà arrivé aussi, voilà, qui a un peu du mal à joindre les deux bouts. Et en plus, du coup, malheureusement, elle se néglige un petit peu physiquement parce qu'elle n'a pas le temps ni la disposition d'esprit de penser à se faire des soins. Alors, tu lui dis, bah, écoute, incroyable, j'ai fait un soin, j'étais chez l'esthéticienne. Et ben moi, pour, je sais pas, comment ça s'appelle, nettoyage de peau. Le quatrième est offert. Du coup, bah, je t'ai pris, tiens, voilà le coupon. Maintenant, l'esthéticienne est dans la manigance. Il n'y avait pas il y a trois achetés, un offert. Mais ah, mais merci, c'est trop sympa. Mais du coup, elle kiffe vraiment. Elle se dit pas, si tu lui dis, ouais, écoute, franchement, j'ai eu trop de peine pour toi, tiens, un soin du visage, c'est affreux. Fallait rien faire, fallait se taire. Vous êtes d'accord ou pas? Oui? Mais si tu dis, ah bah tiens, écoute, j'ai pensé à toi, en plus c'est une bonne esthéticienne, elle est super sympa, tu as passé un très bon moment avec elle, et bah du coup elle me l'a offert le soin, bah je te le passe, moi j'aurais pas le temps de toute façon de le faire d'ici là, donc t'inquiète quoi. D'accord? Par exemple, voilà, ça peut, quelqu'un, vous savez, qui souvent il est seul pour Shabbat. Alors voilà, il vient très souvent, par exemple. Alors moi je m'arrange toujours, enfin j'essaye. Oups, j'essaye de dire à chaque fois qu'il ramène quelque chose, mais un petit truc. Ah, est-ce que tu pourrais nous ramener un pot de houmous? Parce que moi, mes enfants, ils adorent le houmous. J'ai pas le temps d'aller l'acheter là avant Shabbat. Alors lui, il arrive avec son pot de houmous et il sent que, vous voyez, c'est bon, il a mérité son plat de Shabbat, quoi. D'accord? Ta copine, tu pourras me ramener un gâteau? Fais-moi un gâteau, c'est le mieux. Franchement, c'est le mieux. Maintenant, elle arrive avec toute la smala, les enfants et tout. Ah, regardez, elle nous a fait un gâteau. Oh là là, franchement, sans toi, on n'aurait même pas eu un dessert. Hein? Bon, les enfants, le gâteau, il est bon. Il est très très bon ton gâteau. Ah là là. Et on lui demande la recette. Ah, faut que tu me donnes la recette, elle est trop trop bon. Alors, ça, en fait, c'est une magnifique manière de donner parce que le receveur ne réalise pas qu'on lui a rendu service. D'accord? C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ça donne un sentiment d'existence. Ça donne par la même occasion de la dignité. Ça donne le sentiment que la personne, elle est importante, qu'elle est indispensable, qu'elle nous a rendu service. C'est magnifique. Et en plus de ça, on lui a épargné la honte et la gêne. Donc c'est un niveau qui est incroyable. En même temps, comme je vous ai dit, bah, on avait dit oui, mais si elle lui donnait un cadeau à sa copine, au fils de sa copine, alors il faut qu'elle s'arrange pour qu'elle le sache, qu'ils aient marbé Ava Klal Israël, parce que ça multiplie l'amour dans le clan Israël. C'est quoi la différence alors?
Eh bien, en fait, la différence, c'est lorsqu'une personne galère ou lorsqu'une personne ne galère pas. Mais c'est juste qu'en fait, on veut lui montrer qu'on l'aime et que du coup, on lui a fait un cadeau pour lui faire plaisir. Et de dire à quelqu'un, c'est vrai que c'était un effort pour moi. Par exemple, d'aller déposer quelqu'un à minuit. C'est vrai que c'est un effort pour moi de aller te rendre ce service. Mais je l'ai fait parce que je t'aime, parce que tu comptes pour moi, parce que, maintenant vous connaissez la chanson, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Alors Rachid dit, là la différence c'est que le but, c'est pas le cadeau. Le but, c'est l'amour. Donc là, il faut lui faire savoir. Et ça culpabilise pas quand tu dis, écoute, la vérité, c'était un petit peu galère pour moi du coup d'aller ramener ton fils avant d'amener le mien au karaté, je sais pas n'importe quoi. Mais franchement, je t'adore tellement et tellement je kiffe ton fils que, écoute, franchement, finalement, c'était facile quoi. Je lui ai fait savoir que c'était un effort parce qu'en fait, je veux lui montrer que je fais des efforts pour cette personne. Parce qu'en fait, je l'aime. D'accord? Et la différence, c'est quoi? C'est que le pauvre, il n'a pas besoin de ton amour. Le pauvre, il a besoin de ton pain. Il a besoin de tes courses. Il a besoin que tu le reçoives à Shabbat. Il a besoin de son soin de la peau. Il a besoin de sa livraison. Il a besoin de ça. Il a besoin de la robe. Donc, en fait, toi, tu sors de l'image ça, parce que ça lui fait honte. Ça lui rappelle qu'il est en galère. D'accord? Mais quand tu donnes à quelqu'un, que tu aimes. L'essentiel, c'est pas ce que tu donnes. L'essentiel, c'est l'amour qu'il y a entre vous. C'est pourquoi, là, tu lui dis, regarde, je t'ai fait ce petit cadeau parce que je t'aime, parce que tu comptes pour moi. Et c'est ça que, voilà, moi, par exemple, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps que, alors, comment donner pas trop d'éléments? Une personne nous a fait un service à la synagogue, d'accord? Quelqu'un nous a rendu une prestation, on va dire. Et on avait convenu un prix avec cette personne-là. Non, cette personne-là, c'est quelqu'un pour qui j'ai une grande affection et une grande reconnaissance. Alors, moi, personnellement, dans l'enveloppe, j'ai rajouté, pas grand-chose, d'accord, mais un petit truc en plus. Alors, après, elle m'a dit, ah, c'est bizarre et tout, parce qu'on avait convenu tant, et puis j'ai eu un peu plus. Et ben moi, je lui ai dit, regarde, c'est moi qui t'ai rajouté, parce que je voudrais te témoigner toute ma reconnaissance. Et ça, tout ce que je t'ai rajouté, ça n'a rien à voir avec tout ce que je te dois, en fait. D'accord? Là, de dire, bah non, je lui donne de manière anonyme sans jamais qu'elle le sache, ça aurait été dommage. Parce que j'avais une merveilleuse occasion de lui montrer qu'elle compte pour moi. Parce que ce qui compte dans ce cas-là, elle n'est pas en galère, elle. D'accord? Donc, ce qui compte, c'est pas l'argent en tant que tel. Ce qui compte, c'est tout l'affectif qu'il y a derrière. Donc là, je lui montre. Là, je lui dis. D'accord? Et finalement, quand on dit merci à Hachem, Toda Hachem, Toda Hachem, quand on fait toutes nos brachot, eh ben, ça nous montre alors que finalement, si Hachem, il attend qu'on lui dise merci, entre guillemets, c'est parce qu'il ne veut pas créer une relation avec nous de riche à pauvre. Tiens, allez, prends ton plat, prends ton truc, allez, allez. Non, il te dit, non, dis-moi merci, reconnais que c'est moi qui te donne. Pourquoi? Parce que Hachem veut se relationner avec nous en tant que, comme un proche ami, quelqu'un à qui on dit merci. Quelqu'un à qui on montre notre reconnaissance, pas pour dire que on est inférieur, de toute façon on est infiniment inférieur, on est zéro à côté d'Hachem. Mais justement parce qu'en fait c'est bien, ça nous élève. Et c'est ça qui crée de l'amour entre nous et Akadosh Baruch Hu. Toutes les fois on lui dit merci. D'accord? Vous avez compris maintenant? Oui? Oui? Je vois pas beaucoup de têtes ce matin. Vous avez beaucoup fermé les caméras. C'est pas très encourageant. Bon, va au Hachem. Voilà. Alors, je remets ma casquette. Oh là là, j'avais oublié notre campagne. Alors, aujourd'hui, pour celles qui nous rejoignent en plein milieu de la vidéo, aujourd'hui, c'est notre campagne de dons. Voilà, tout ce qu'on fait toute l'année, on le fait vraiment békef et pour le plaisir de faire plaisir et bah, au Hachem gratuitement. Mais voilà, tout ça, ça se finance et donc, une fois par an, on fait notre campagne de dons. Et bah, d'ailleurs, finalement,
moi, souvent, quand j'envoie des messages pour dire, voilà, on fait notre campagne, alors les élèves et les personnes, les fidèles à qui on envoie ça, alors moi, je leur dis, en plus du don, surtout, laissez-moi un mot, laissez-nous en nous, laissez-nous un mot. Ça nous donne beaucoup d'encouragement, ça nous donne beaucoup d'amour. Ça nous fait vraiment très, très plaisir. Ça nous donne beaucoup de force et d'encouragement, de satisfaction dans ce qu'on fait. Et sachez que moi, depuis, voilà, ça fait 5 campagnes qu'on fait, et ben, j'ai gardé tous les mots. Ils sont dans un petit fichier, tous les mots de toutes les campagnes. Voilà, c'est très, très, très encourageant. C'est un recette exceptionnel que vous nous faites lorsque voilà, vous nous soutenez et lorsqu'en plus vous nous encouragez. Donc voilà. Alors, on a terminé le thème du chesed, Mazal Tov. Je vais enchaîner avec une petite notion qui est traitée dans le Chod Sadikim, que j'ai vraiment résumé pour vous la faire. C'est 2 chapitres, mais que je vais vous faire en un quart d'heure. Euh, c'est sur la gestion du temps. La Zrizout et la Hatzlout. Ce sont 2 chapitres du Chod Sadikim. Et d'ailleurs, lorsqu'on les aura terminés, sachez qu'on aura fait 20 chapitres sur 30. Bon, ça nous aura pris une année quand même, mais on aura bien avancé. Alors, euh, je fais une petite copie d'écran de votre mot, Elodie. Voilà, je garde tous les mots. Alors, donc sur la gestion du temps, je vais vous résumer. Vraiment, voilà, ces 2 chapitres en 10 minutes. Vous allez voir, ça nous donne vraiment des clés de coaching. Donc, sur quels éléments il faut aller vite et sur quels éléments il faut aller lentement? Où est-ce que la zrizout, le zèle, est quelque chose de positif? Et où est-ce que le fait de ralentir, eh bien, c'est positif. Alors, on croit que c'est une petite question comme ça, toute bête, mais sachez que dans notre génération, c'est, je pense, vraiment un enjeu primordial. Chez nous et chez la jeune génération, chez les plus jeunes. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. Les téléphones, les smartphones, toute la vente, notamment la vente commerciale sur Internet, tous les réseaux sociaux, tout ça, joue sur une chose, sur le temps. Une application qui est valorisée, c'est une application sur laquelle on passe beaucoup de temps. Un site de commerce en ligne qui a une valeur élevée, c'est un site où on dépense beaucoup vite et sans réfléchir. Donc, en fait, il y a des millions et des milliards de dollars qui sont investis tous les jours pour que finalement nos enfants, nous passions un maximum de temps sur ces appareils-là et qu'en plus de ça, nous faisions des actions sans réfléchir. Le truc typique de ça, c'est ta copine qui te dit, ah, j'ai vu un site de... Ou alors tu cliques, tu vois, vente de vêtements en ligne. Et donc, tu cliques sur le site. Et là, en haut, vous savez, un compte à rebours. Plus que 3 heures, 54 minutes et 23 secondes pour profiter de la promo. Là, tu dis, oh là là, il y a une promo incroyable aujourd'hui. Attends, vite, il faut que j'achète, tatati, tatata. Pour ce que tu sais pas, c'est que tous les jours, il y a une promo sur ce site. Alors, en marketing, on appelle ça, pour celles qui connaissent, le FOMO. Alors, FOMO, ça ne veut pas dire un faux mot, une fausse parole. Non, FOMO, c'est les initiales de FOMO, Fear of Missing Out. La peur de rater quelque chose. Et toutes les applications, les sites de vente en ligne, les réseaux sociaux, tout, mis sur ça. L'exemple type de ça, c'est la story, comment ça s'appelle story Instagram. Une story dure 24 heures. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi cette invention de Instagram, elle est exceptionnelle? Enfin, exceptionnelle. Malheureusement, dans le mauvais sens, parce qu'elle fait que les gens passent beaucoup de temps sur ces trucs-là. Parce que avant, il y avait sur Facebook, enfin, moi, je ne connais pas grand-chose, hein, d'accord? Vous me connaissez, moi, j'ai un téléphone à l'ancienne, grave. Mais avant, quand les gens postaient des choses, bah, ça restait toute la vie. Donc, tu allais voir et puis tu dis, bah, si je ne vais pas voir aujourd'hui, j'irai voir demain, j'irai voir après-demain, j'irai voir dans 6 mois et je ne vais rien perdre.
Alors qu'avec les stories Instagram et les statuts WhatsApp, bah en fait, c'est que 24 heures. Donc ça pousse les gens à y aller chaque jour parce que oh, peut-être que je vais rater quelque chose. Parce que si j'y vais après-demain, je vais rater les stories d'aujourd'hui. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, ils utilisent leurs zrizout, ça veut dire leur capacité à aller vite pour des choses qui sont futiles et inutiles. Et après, pour tout ce que les choses que on est, alors là pour le coup, il faut vraiment le faire. Genre, il faut vraiment s'occuper de prendre rendez-vous chez l'orthodontiste pour cet enfant. Il faut vraiment s'occuper de remplir le truc administratif, machin. Sinon, on va payer, je sais pas quoi. Bah, une campagne à l'odon. Il y a la campagne qui arrive aujourd'hui. Bah, ok, oui, mais alors là, moi, j'ai utilisé tout mon FOMO là. Donc, les gens, en fait, pour ce qui est important et qu'il faut faire maintenant, ils sont en mode amorphe. Parce qu'ils ont utilisé leur capacité à aller vite dans des choses qui sont absolument inutiles. D'accord? Bon, ils ont été manipulés pour ça. D'accord? Mais ça fait que les gens sont dans la procrastination. Mais chérie, tu dois réviser ton examen. Ouais, mais ça va, c'est la semaine prochaine. Et en même temps, l'ado, il est sur son téléphone. Vite, vite, il faut aller voir la story. Vous avez compris? Donc, on a un vrai problème de gestion du temps, en fait. Bon, je vais vous la faire courte, d'accord? Mais le Orchot Sadikim nous dit d'utiliser, en fait, vous le voyez d'avance, quoi, utiliser sa rizout pour les choses qui sont des choses utiles. L'accomplissement des mitzvot, l'étude de la Torah, le fait de se prendre en main, le fait de réaliser ses projets, le fait d'aider son prochain, de tous les sujets qui sont des sujets importants pour nous. D'accord? Sur ça, on ne doit pas se dire, c'est bon, la journée elle est encore longue, ou non, je vais le faire quand j'aurai du temps, ou quand ça ira mieux. Mais comment tu sais ce qui va se passer dans une heure, dans un jour, dans une semaine? Allez, faut sauter sur l'occasion. Des fois, l'enfant il dit, non, mais laisse tomber, parce que de toute façon, il me reste que 5 minutes pour réviser, après je vais devoir partir. Mais 5 minutes, c'est déjà quelque chose. Bonjour. 5 minutes, c'est déjà quelque chose. Allez, vas-y, prends 5 minutes. Parce que c'est 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes, mais finalement, ça va te permettre de vraiment réviser. C'est littéralement encore qui te dit, ah, maintenant, c'est trop tard pour toi. Vous avez compris? Donc, même s'il reste 5 minutes, allez, vas-y, utilise-les maintenant. T'es à l'arrêt de bus, c'est pas grave. Tu ne sors pas ton téléphone. Tu peux faire quelque chose de plus important, de plus utile. OK? Sachez que il y a des rabbinim, ça c'était Hanaber qui m'avait dit ça, que il y a, il y a des rabbinim qui ont passé des tohars, comment dire, des licences, euh, juste en révisant en révisant des matières profanes aux toilettes. J'étais morte de rire quand elle m'a dit ça. Mais 10 minutes plus 10 minutes plus 10 minutes, à la fin de l'année, il peut passer son diplôme. Et ben ouais. Donc, faut capter le temps. Capter le temps. Et si en fait on se dit, bah, j'ai que 5 minutes, ou je suis dans la salle d'attente du médecin, je vais sortir mon téléphone, ou je vais regarder un 150e magazine, c'est dommage. C'est dommage, c'est des minutes qui peuvent être capitalisées. D'accord? Donc, il faut saisir les occasions. Saisir les occasions, et il nous donne des exemples. Pourquoi? Pour étudier, pour donner la tzedaka. Parce que tu sais pas, là, tu peux donner. Peut-être que demain, tu pourras moins donner. D'accord? Euh, pour faire ce que tu vas faire pour prendre soin de toi. Ouais, les fameux soins du visage, tout ça. On se dit, ah, bah, quand j'aurai le temps, quand j'aurai le temps, quand j'aurai le temps. Mais tu dois prendre soin de toi. C'est important. Donc, allez, vas-y, prends ton téléphone, appelle. Appelle pour prendre ce soin. Parce que si tu n'as pas d'urgence, finalement, c'est toi qui dois être proactif pour le faire. Si tu dis, bah oui, j'ai tout le temps pour le faire, c'est là la catastrophe. Parce qu'en fait, si tu as tout le temps pour le faire, ça veut dire que ça dépend que de toi et de ta capacité à le faire maintenant. D'accord? Alors, il dit donc ça, c'est le propre de la zrizout. Il ne faut pas repousser les choses positives qui se présentent à nous.
Alors, dans ces cas-là, ils disent quel est le propre le positif dans le fait Ah oui, il dit aussi un truc très, 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 très important. Et je pense que ça va aussi très bien boucler notre étude cette année. Il dit, quand on termine notre limoud, il faut être zariz, il faut être empressé d'appliquer ce qu'on vient d'apprendre. Alors, je vous assure que Orchot Sadikim, je ne l'ai pas mis dans la campagne à l'Odon. Je ne l'ai pas mis comment dire, je l'ai pas mis dans la confidence. Il a vraiment dit ça. Je remets ma casquette de campagne. D'accord? Il dit quand quelque chose, après le limoud, il se présente à toi, comme par exemple, aujourd'hui, on a parlé du chesed et qu'il faut aller vite. Voilà, on est en mode campagne. Là, on a tous les gens, on les arrête. La campagne. Alors, pose-toi la question, comment tu peux appliquer ce que tu as appris aujourd'hui? Finalement, que c'est pas que pour la campagne, bah, au Hachem, c'est pour tout ce qu'on a dit, les services entre copines, le fait de rendre service à quelqu'un, voilà, et tout ce qu'on a vu depuis le début, sur la jalousie, se poser la question, quelles sont les bonnes personnes à jalouser, ce qu'on a vu tout ce qu'on a vu de positif jusqu'à maintenant, il faut être zariz tout de suite parce que c'est encore frais dans notre tête, se dire, qu'est-ce que je peux appliquer aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux me mettre comme devoir ou qu'est-ce que je peux me mettre comme exercice que je peux mettre en pratique maintenant? Sinon, il dit le Chod Sadikim, tu peux assister à autant de cours que tu veux. Si tu n'as pas la zrizout d'appliquer ce que tu as appris, bah finalement, ça risque de se cristalliser, de se euh, dé- je ne trouve pas le mot. Perdition, voilà. Ça risque d'être en perdition. Alors, il nous donne un truc. Il nous dit, voilà. Et la sloot, c'est le fait d'aller doucement. Ça y est, j'ai fait de la pub 3 fois là. Non, je vais les saouler. Non, 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 ça y est, après, elles vont plus nous supporter. On a besoin de vous, on a besoin de vous. La sloot, quand est-ce que on va l'appliquer? Quand est-ce que c'est bien? Eh bien, c'est bien. Alors voilà, c'est ça qu'il dit. Excusez-moi. Et c'est sur ça qu'on va conclure. Il dit en fait, la règle, c'est quoi? Il faut associer le fait d'aller vite avec le fait d'aller doucement. Comment on fait ça? Eh bien, sur le moment, quand tu sais que tu as quelque chose à faire, lance, fais. Tu vois que, par exemple, il y a quelqu'un à qui tu peux rendre service, hop, vas-y, appelle-la. C'est quoi, appelle-la? Après, tu sais pas ce que ça va donner, mais appelle-la. Tu vois que tu dois t'occuper de toi, faire un soin, hop, c'est quoi? Fais-le. Tu vois que tu dois faire, par exemple, je vous donne un exemple, l'album de bar mitzvah de ton fils, que la bar mitzvah, c'était il y a 2 ans et tu l'as toujours pas fait parce que tu dis j'ai tout le temps, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps. Vous connaissez ça, d'accord? Alors, tu sais quoi? Ouvre un fichier et commence à sélectionner les photos. Fais, déjà. Et une fois que tu as lancé le truc, eh ben là, tu prends ton temps, tu t'organises, tu dis, attends, c'est pas parce que j'ai commencé maintenant que tout de suite je vais envoyer, payer, machin, ceci, cela. Non, je vais faire les choses de manière raisonnable. Donc là, je vais prendre mon temps. D'accord? Il dit qu'en fait, le mieux, c'est pour se motiver, commencer par la zrizout. Une fois qu'on est dans l'action, le faire de manière réfléchie, modérément, d'accord? Et ça nous sauverait beaucoup de tout ce qui est FOMO, de tout ce qui est vente sur Internet. Ah, il y a les soldes, machin. Bon, ok, alors, tu as besoin d'une robe pour la bat mitzvah de ta nièce. Ok, vas-y, regarde. Mais prends ton temps. Si c'est pas ce site, ça sera un autre. Sinon, ce sera le magasin là-bas. Ça va. Personne ne doit te mettre la pression pour que tu agisses tout de suite. Il n'y en a qu'une seule qui peut se mettre la pression pour que tu agisses tout de suite. C'est toi-même. C'est ça le grand clal. Personne ne doit décider que moi je dois aller vite. Il n'y a que moi qui décide que je dois aller vite. Et d'ailleurs, personne ne doit décider que je dois aller lentement. Si je sens que c'est ça que je dois faire, eh ben je le fais maintenant. Imlo, Arshav et ma taille. Si c'est pas maintenant, alors ce sera quand? On ne sait pas de quoi la vie est faite. D'accord? Et sur ça, je vous raconte une dernière petite histoire. Par exemple, ah oui, et je vous donne juste une illustration de ça. C'est quand il y a une loi qu'un guerrier, il peut prendre une femme, vous savez, dans Parachat Kitetsé, c'est une paracha un peu compliquée, il peut prendre une femme, entre guillemets, en butin, d'accord? Et bien la Torah nous dit pendant un mois, il n'a pas le droit de s'unir à elle. Alors,
Euh, on pourrait dire, oui, mais quand même, juste la Torah, elle devrait dire, non, on ne prend personne en butin. Oui, mais le problème, c'est que les hommes, quand ils sont en guerre, alors il y a des choses, c'est comme le faux mot. Elle est là, elle est belle, elle est... quoi, je vais apprendre. Ok, zrizout, d'accord, pas de problème. Là, c'est pas grave. La Torah, elle valide ta zrizout parce que la Torah, elle connaît le fonctionnement du Ben Adam. Et après, elle te dit, ok, zrizout, maintenant zehirut. Zehirut, c'est maintenant doucement. Et en fait, finalement, au bout d'un mois, ben, le guerrier qui était pourtant très en mode oh, vite, 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 il faut que je la prenne un mois avant, ben, il dit, tu sais quoi, en fait, non, rentre chez toi, va en shalom dans ta famille et je te souhaite que du bon. Moi, je repars d'ici. Zrizout, ok, Zeirut. Fais-le, vas-y, commence, c'est pas grave, mais après, tu te poses la question et tu dis, oh là, ok, maintenant que je suis dedans, je prends mon temps. Et sur ça, je vais vous raconter deux petites histoires. Et c'est des histoires très, très sympathiques. Alors, la première, c'est l'histoire d'un frigo. C'est une famille qui est habitée au Canada. Et cette famille, elle avait toujours en projet de faire la LIA. Voilà. Quand le bon moment sera là, quand au niveau de la parnassa, on aura tout trouvé, quand on sentira que ce sera le bon moment. Bon. Et un jour, la mère de famille, elle est là au milieu de l'après-midi. Voilà, il est 5 heures de l'après-midi, tout le monde est là. Et elle se rend compte, mince, le frigo est cassé. Alors, quand un frigo est cassé, bah alors là, elle se résout, hein, parce que sinon, c'est fichu. Elle appelle vite, vite le réparateur. Et le réparateur lui dit, il arrive, il lui dit, je suis désolée, votre frigo, il est mort. Pour acheter un nouveau. Et là, elle regarde toute sa famille devant le réparateur. Elle dit, non, on n'achèterait pas de nouveau frigo. Si on rachète un nouveau frigo, ça veut dire qu'on va rester encore ici 15 ans de plus. On rachète pas de nouveau frigo et ça y est, on fait nos affaires et on va partir, on va faire la LIA. Et tout ça, c'est venu à la base d'un frigo. Parce qu'elle s'est dit, mais si je le fais maintenant, si je le fais pas maintenant, je vais le faire quand? Et la deuxième petite histoire, c'est aussi une histoire d'Alia. Elle est encore plus incroyable. Euh, Sachez d'ailleurs que c'est comme ça que j'ai fait mon Alia. J'ai croisé quelqu'un dans la rue. Moi, j'habitais à New York. J'ai travaillé dans une banque vraiment très, très loin de tout. Et il me dit, je croise quelqu'un et la personne me dit, ah bah écoute, moi, voilà, ça fait 7 ans que je préparais mon alia, mais ça y est, je pars cet été et tout. J'ai regardé, j'ai dit, bah tu sais quoi, nous aussi. Voilà, c'est une très bonne idée. Et jusqu'au bout, il ne nous croyait pas. Il dit, mais elle est folle. Je l'ai croisée un matin à l'épicier. Elle a dit je lui ai dit que je lui faisais faire mon alia. Et tout d'un coup, je lui ai donné l'idée. Et ça y est, après, on a passé les coups de suite qu'il fallait passer. Et voilà, ça arrivait comme ça. Bref. Alors, l'autre histoire, c'est une histoire très incroyable. Elle s'est passée au Maroc, à l'époque où l'agence juive agissait dans l'ombre. Parce que c'était interdit pour les juifs de faire la alia. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que les bateaux, ils accostaient au milieu de la nuit au port et tous les gens qui, en secret, avaient préparé leurs papiers pour l'ALIA, eh bien, préparaient donc leurs valises en secret, secret, secret. Et dès que le bateau accostait, il y avait une personne qui venait frapper à la première porte du Mela. Et en fait, tac, 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 le mot se passait. 1 heure après, tout le monde était dans le bateau direction Eretz Israël, dans les années 50. Et un jour, ce fameux bateau de l'agent juif accoste. Il arrive et le monsieur, l'agent, il sort du bateau, il va sur le port, il court et il va au Mela et il frappe à la première porte. Il dit, c'est bon, le bateau de l'Alia est prêt. Et le Marocain lui dit, ok, l'Alia, nous, on habite ici, on n'a pas du tout prévu l'Alia. Alors en fait, il se rend compte qu'il a accosté au mauvais endroit. Et qu'il y a quand même à côté un Mela, un village juif. Alors, l'organisateur, il dit, waouh, quelle catastrophe, il y a l'autre groupe qui attend là-bas. Bon, tu sais quoi? Bah, moi, je suis là. J'ai un bateau. Il est prêt. Il part en Israël. Je vais proposer, s'il y en a un qui veut. Alors, il dit, je peux frapper aux portes des gens. Et il frappe aux portes. Il dit, regardez, il y a un bateau qui part maintenant pour Israël pour faire l'Aliyah. Vous voulez venir? Bah, sachez qu'il y a des familles qui ont dit oui. Au milieu de la nuit, à 3 heures du matin,
alors qu'ils étaient se coucher sans jamais penser à ça. Ils ont dit, mais si c'est pas maintenant, ça sera quand? Ils ont pris des affaires comme ça. Ils sont partis avec les enfants, la famille, au plein milieu de la nuit, et ils sont arrivés quelques jours plus tard en Eretz Israël. Voilà, la zrizout, la beauté de la zrizout. Il y a un truc qui se présente, tu dis, mais finalement, c'est une opportunité, je l'ai maintenant, mais peut-être que je ne l'aurai pas après. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Personne ne doit venir me mettre la pression, mais quand l'opportunité, elle vient, alors moi, j'ai la possibilité d'activer mon ratson et de dire, allez, je viens, je prends et je saisis l'opportunité. Et je dis merci à Hachem qui m'a donné cette opportunité à saisir. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, un bon été. Vous allez me manquer. Et voilà, c'est la fin du coup du cours pour cette année. On aura vraiment bien, bien, bien tout avancé. J'espère que ça vous aura beaucoup aidé, beaucoup porté. Moi, ça m'a apporté énormément. Tous vos messages, tous vos encouragements, et puis le fait que tout simplement ce cours m'oblige moi aussi à préparer, il m'oblige aussi à écouter. J'écoute comme vous. Et voilà, que Bezrat Hachem, il nous tire toujours vers le haut pour les bonnes choses, dans la zrizout, dans le chesed et dans les bonnes émotions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?